foncière sur un espace de 160 hectares. Elle l'accuse également d'avoir attribué leur foncier aux joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal. Aminata Ba. Désespoir et inquiétude se lisent sur les visages des membres du regroupement des collectifs de la cité Abdoulaye Thiaoulaye de Malika. Après de longues revendications, ils n'arrivent toujours pas à récupérer leurs 160 hectares sur le littoral. Ces impactés accusent le ministre de l'Urbanisme et les responsables des services compétents de l'État de vouloir accaparer leurs terres. Libas Diagne, membre du regroupement des collectifs de la cité Abdoulaye Thiaoulaye de Malika. À l'issue d'une audience et le président de la République, il était convenu de restituer des injustices liées à l'attribution de terres. Maintenant, nous, notre grande surprise est de découvrir qu'en réalité, ces services techniques et quelques cadres de l'APR, donc nous interpellons également les Lions pour leur dire que la zone qu'on vous a donnée a été déjà occupée. Une situation que le maire de la commune de Malika déplore. Momar Talla Gadiaga, qui a reçu le plan d'urbanisme détaillé, considère que cela est inacceptable. Il n'y a pas un arpent de terre qui reste. Tout a été attribué à des gens que je ne connais pas. Les 3500 familles regroupées dans les collectifs de la cité Abdoulaye Thiaoulaye de Malika donnent un ultimatum d'une semaine aux autorités étatiques pour l'attribution de leurs parcelles, sans quoi elles n'écartent pas de descendre dans la rue pour manifester leur colère. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Nous avons tenté de joindre le ministre depuis ce matin sans succès pour le moment. L'État qui veut lutter contre les effondrements des bâtiments et la mauvaise qualité des constructions. Le collège du laboratoire national de référence des bâtiments a été mis en place. Le ministre des Transports a procédé à son installation hier. Selon Mansour Faye, ce laboratoire va agir comme l'ARTP le fait dans le secteur des télécommunications. Voici Mansour Faye au micro d'Abdou Diouf Diagne. Comme vous le savez, le laboratoire se situe au CEREC. CEREC, quand même, a joué un rôle important depuis sa mise en œuvre en 1949, qui s'occupait un petit peu de la recherche et de l'utilisation rationnelle des matériaux. Aujourd'hui, avec ce laboratoire qui a un champ beaucoup plus élargi, qui jouera le rôle non seulement de régulateur, mais aussi il va organiser le secteur en habilitant l'ensemble des laboratoires de bureaux d'études qui interviennent dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Et aussi procéder au contrôle de tout ce qui est matériaux entrant dans le bâtiment et les travaux. Le LNR est ce que l'ARTP représente dans les télécommunications, de l'ARCOP dans les marchés publics. Donc c'est un instrument important, d'où donc l'organisation, la configuration de son organisation actuelle, avec un collège de 8 membres envoyés par différents ministères, mais aussi conçu donc de représentants quand même de hauts fonctionnaires de l'État. Direction Kaolack, les femmes du regroupement de promotion féminine ont organisé un sitting pour exprimer leur opposition à la récupération de la case foyer pour la construction d'un centre commercial par la municipalité. Elles ont arboré des brassards rouges et elles ont donc décidé de faire front. Fatoumbaou. Un rythme envoûtant du bongo, les femmes de la case de foyer de Kaolack lancent un appel au chef de l'État. Arborant des brassards rouges devant la case, ces femmes expriment leur opposition à la reconstruction de ce lieu tout en dénonçant ce qu'elles qualifient d'intimidation. Djouk Lindor Mbaye, présidente régionale. Les femmes de la région de Kaolack, pour processer, on avait un acte de délibération du conseil municipal de Kaolack. Mais pourquoi Serigne Mboup ne prend pas acte de cette délibération-là et décide de prendre notre case, puisqu'il fasse un geste et freine Serigne Mboup pour qu'il nous reste, nous les femmes de la région de Kaolack, avec notre case. Menaçante, ces femmes rappellent que ce lieu leur a été attribué en 1980 sous le mandat de l'ancien maire Abdoulaye Diack. C'est depuis 1980 que le président du conseil municipal Abdoulaye Diack, nous avons octroyé ce terrain-là. Le PDRH a construit cette case-là pour les femmes de la région de Kaolack. Donc nous faisons appel au président Macky Sall. Les femmes de la fédération du groupement de promotion féminine sont plus déterminées que jamais à faire front contre les agissements du maire de la ville. Elles adressent directement un appel au président Sall pour réagir. Fatoumbo Kaolack, Radio Futurs Médias. La première adjointe au maire souligne que cet espace est une propriété de la commune. Elle invite donc les femmes qui protestent à prouver avec des papiers légaux leurs allégations. Voici Ndiaye Mboua Tal interrogé par Fatou Mboua.
Ces allégations sont complètement fausses du moment que cet édifice, qui est complètement en état de délabrement et que je n'appellerai pas case de la femme puisque les infrastructures dédiées aux femmes doivent répondre à des normes quand même sanitaires. Et donc, c'est une propriété municipale qui est au nom de la commune de Kaolack. Parce qu'elles ont commencé justement à vendre ce bien de la mairie, ce qui est très grave et qui peut même conduire aujourd'hui à des poursuites juridiques ou bien même à une autosaisie du procureur, vu que c'est un bien communautaire qu'elles ont commencé à vendre, qu'elles ont encaissé de l'argent sur une propriété qui appartient à la mairie. Donc, selon leur allégation, elles déclarent que ce bien leur a été offert par le feu maire Ablaye Diack, ce qui est complètement impossible, parce qu'un maire ne peut pas aujourd'hui offrir un bien municipal à des personnes ressources qui peuvent appartenir à son camp politique ou autre. Mais aujourd'hui, si on attribue un bien communal à un groupe de personnes ou à une personne, ça ne peut être que suite à une délibération. Et cette délibération doit être disponible au niveau des archives, qu'elles ne peuvent pas prouver. Elles sont en train de déclarer que les papiers juridiques qui prouvent aujourd'hui que ce bien leur a été attribué ont été brûlés lors de l'incendie de leur ancienne présidente. La COP28 a démarré hier jeudi à Dubaï, l'occasion pour les femmes transformatrices de Bargny de se faire entendre. Elles sont en colère contre les banques qui financent les projets sur les énergies fossiles. Selon ces femmes, leurs activités sont à l'arrêt à cause de la centrale à charbon de Sendou, mais aussi à cause d'une autre usine de fer dénommée Toshiali. Elles ont organisé une journée de protestation. Un sujet de Salimata Aou. Des femmes habillées en t-shirt jaune où on peut lire Banque africaine de développement out ou FMO out. Des slogans hostiles aux banques qui financent les projets tels que la centrale à charbon de Sendou et l'usine de fer Toshiali. Selon ces femmes, elles vivent le calvaire. Fatou Samba, présidente des femmes transformatrices de Khelcom. Depuis des années, on vit presque la même chose. Mais avec la centrale à charbon, il a créé une psychose parce qu'aujourd'hui même, qu'ils sont en train de manipuler le charbon avec la cheminée qui dégage de la fumée. Ceux qui pensaient que la centrale est en arrêt, il n'est pas en arrêt, donc il est en marche. Et aussi, ça empêche les femmes de travailler. Aussi, on a assisté à la raréfaction du poisson. Donc, c'est ce qui a empêché aux femmes de travailler. Avec l'ouverture de la COP, moi je dis qu'ils font du tourisme. Pour la chargée de projet de l'ONG Lumière Synergie pour le développement, la Banque africaine de développement n'a pas tenu promesse. Et cette rencontre à Dubaï ne règle pas les problèmes. Abidja Diop. La banque avait pris l'engagement d'abandonner les énergies fossiles. Et on attend toujours la révision de la politique énergétique de la banque. Je pense que les décideurs ou bien les dirigeants de la banque doivent avoir sur leur conscience qu'ils sont en train de travailler sur la transition énergétique. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte à Dubaï, un moment décisif pour agir sur les engagements climatiques, mais pour ces femmes, l'heure est au changement de paradigme. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Midi 10 sur RFM, le Sénégal commémore aujourd'hui le 79e anniversaire du massacre de Thiaroye. La rue allant de l'arrêt Tableau Tivaouane à la mer est désormais baptisée Avenue des Tirailleurs sénégalais. Elle a été inaugurée ce matin par le ministre des Forces armées. Oumar Youm s'est par ailleurs prononcé sur la demande des habitants de Thiaroye qui sollicitent des indemnisations. On l'écoute. Vous savez, il y a deux catégories de tirailleurs. Ceux qui sont restés français, c'est leur choix. Ceux-là, c'est la République française qui est leur État et qui les traite. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une différence dans leur traitement et la disparité salariale, même dans des conditions de logement et tout, même sur le plan vestimentaire. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de connaître d'abord le problème pour les situer. Il y a des tirailleurs français qui sont certes
des Noirs, mais ils ont la nationalité française, donc ils sont pris en charge par l'État français et les tirailleurs qui, à leur retour, ont préféré garder leur nationalité sénégalaise. Ça aussi, c'est une autre catégorie. Mais en tout, il faut se féliciter de l'initiative qui consiste à conserver le devoir de mémoire, rehausser la dignité de ces travailleurs, de ces tirailleurs sénégalais. Ça, je vous le dis ici. L'État du Sénégal est prêt à les accompagner pour ça. Mais en tout cas, il faut se féliciter de cette initiative qui consiste à conserver le devoir de mémoire, rehausser la dignité de ces tirailleurs sénégalais. Et ça, je vous le dis ici. L'État du Sénégal est prêt à les accompagner pour ça. Dans la société et la nation, le gouvernement, le président de la République, pour accompagner les. Le ministre Oumar Youm au micro de Salamata Ousmane Diallo. Commémoration également de l'anniversaire de l'assassinat du champion du monde de boxe Amadou Marik dit Battling Siki. 98 ans après sa mort, l'événement de commémoration donc est prévu les 15 et 16 décembre prochains. Les sportifs saint-louisiens et les membres de sa famille veulent rendre un hommage au premier boxeur africain champion du monde de boxe assassiné en 1925. Ousseynou Diop. Cette année, le 98e anniversaire de l'assassinat de Amadou Marik Fall, dit Battling Siki, premier champion du monde africain de boxe, sera célébré à Saint-Louis les 15 et 16 décembre prochains. Un comité de développement présidé par le préfet du département de Saint-Louis s'est tenu dans la vieille ville en présence des membres du comité d'organisation et des représentants de la famille. Ibrahim Fall, petit-fils de Battling Siki, est le secrétaire général du comité d'organisation. C'était l'occasion pour nous encore de permettre à toute la jeunesse saint-louisienne de se retrouver sur l'existence de Battling Siki. Il n'y a pas une ruelle qui porte son nom, ni une école élémentaire, ni un lycée, rien du tout. L'objectif visé à travers cette commémoration, c'est de faire connaître aux Saint-Louisiens qui est réellement Battling Siki, leur faire revivre l'esprit du sport et la culture et en même temps retracer le parcours historique de l'homme qui en 1922 avait déjoué tous les pronostics en dominant le grand champion français Carpentier. Elhadji Mokhtar Gueye est le coordonnateur adjoint du comité d'organisation. Il faut le citer en exemple. Son histoire soit vraiment enseignée dans les salles de classe. Ça c'est important. Des combats de boxe seront organisés à la Maison de l'Île pour se rappeler du grand champion africain Marik Fall, né le 22 septembre 1897 à Saint-Louis et assassiné le 15 décembre 1925 à New York à l'âge de 28 ans. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. 98 ans après son assassinat, la famille de Battling Siki se demande toujours qui l'a assassiné et continue de réclamer justice. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée aujourd'hui 1er décembre, une semaine de dépistage a été organisée à Fatick. Les zones frontalières et insulaires ont été favorisées. L'Alliance nationale des communautés et de la santé en est l'initiatrice. Aminata Goudjabi à Fatick. Difficile de dire avec précision le taux de prévalence du VIH dans le district sanitaire de Foundiougne, mais la maladie est bien présente. Des cas sont décelés de façon fréquente. Awa Touré Fall, assistante sociale. On ne peut pas faire un mois sans dépister une seule personne. Donc je pense qu'on doit beaucoup plus s'appesantir sur la prévention. L'Alliance nationale des communautés et de la santé et Coalition Plus sillonnent depuis quelques jours des localités des départements de Foundiougne et de Fatick pour dépister les jeunes et les femmes. Les couches considérées comme vulnérables sont aussi ciblées. Safiatou Traoré, chef de projet à l'ANCS. Dans le cadre de cette semaine internationale du dépistage, nous sommes en train de faire des séries en tout cas de dépistage sur le VIH, syphilis, hépatite et autres pathologies en direction des femmes et des jeunes, en direction des personnes handicapées, mais aussi en direction de groupes hautement vulnérables en tout cas, tels que les consommateurs de substances, les consommateurs d'alcool, les consommateurs de drogue et autres consommations. On a eu des cas par rapport à l'hépatite et au syphilis et aussi des cas sur le VIH. Ces séances de dépistage ciblent essentiellement les zones frontalières et celles insulaires de la région. On s'est rendu compte que c'est des zones déjà qui sont très difficiles d'accès et que parfois la population a du mal à accéder aux structures sanitaires et aux soins. Donc nous, ANCS, en tant qu'acteurs communautaires, on s'est dit que nous, on va aller trouver les populations en tout cas qui sont dans ces zones éloignées pour pouvoir les dispenser ces soins-là. Et durant une semaine, l'Alliance nationale des communautés et de la santé et ses partenaires ont dépisté plus de 600 personnes du sida et de bien d'autres maladies. Aminatou Goudiaby, Fatick, RFM. RFM,
L'actualité politique. Énième écueil pour Ousmane Sonko sur la route de la présidentielle de février 2024. La CDC a refusé de prendre sa caution importante puisque faisant partie du dossier du candidat à la candidature. Dans ce midi, les aspects administratifs et juridiques de la caution avec Mohamed Alimouba. Pour participer à la présidentielle, la caution est requise. Elle est même nécessaire. Évaluée à 30 millions de francs CFA, elle est fixée 150 jours avant l'élection par arrêté du ministère de l'Intérieur. Le document fait partie intégrante du dossier soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel, organe qui valide les candidatures. Dès que l'arrêté est pris par le ministre de l'Intérieur, tous les candidats peuvent aller déposer leur chèque de banque contre remise d'une quittance de versement. C'est 48 heures après qu'une attestation dûment signée par le directeur général de la CDC leur est remise. La CDC met à profit en fait ces 2 jours pour s'assurer de l'effectivité des fonds dans les banques. Si la candidature du candidat est invalidée, on rembourse la caution dans les 15 jours qui suivent après publication des candidats validés. Deuxième cas, il y a remboursement lorsque le candidat obtient au moins 5% des suffrages valablement exprimés. Dans le cas contraire, il perd sa caution. Mais question, tout le monde peut-il cautionner? Selon un expert électoral, il faut recevoir au préalable ses fiches de parrainage pour pouvoir déposer sa caution à la CDC. Sinon, le dépôt est sans objet, donc retourné. RFM. L'actualité internationale. À midi passé de 18 minutes, nous accueillons Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. La Guinée-Bissau, d'abord, l'armée annonce que la situation est totalement sous contrôle. C'est après l'arrestation du chef de la garde nationale qui affrontait cette nuit dans une caserne. Les forces spéciales voulaient libérer 2 membres du gouvernement placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Oumoukal Soumli. Selon RFI, le commandant qui dirigeait cette opération s'est finalement rendu. Il s'agit du colonel Victor Tongo. Il commandait donc les éléments de la garde nationale qui ont exfiltré de leur cellule hier le ministre de l'économie Souleymane Seydi et le secrétaire d'État au Trésor public Antonio Montero. Les hommes armés s'étaient ensuite retranchés dans une caserne située dans le quartier Santa Lucia. Ce matin, des tirs nourris entre cette unité et les forces spéciales résonnaient encore dans Bissau jusqu'à ce que le colonel Tongo décide de se rendre pour éviter un bain de sang. Plusieurs de ces éléments ont été aussi arrêtés, les autres sont en fuite. Le ministre Seydi et le secrétaire d'État Montero ont tous les 2 été récupérés sains et saufs. Ils ont été remis dans leur cellule. Pour l'heure, il n'y a pas de bilan en termes de morts ou de blessés. L'armée sillonne les rues et les accès à la présidence ont été fermés. À l'origine de ces événements, les 2 membres du gouvernement avaient été convoqués hier matin par la justice. Avant d'être placés en garde à vue, ils étaient interrogés sur le retrait suspect de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Des événements qui se sont déroulés alors que le président du pays, Umaro Sissoco Embalo, est en déplacement à Dubaï pour la COP 28. Au Mali, l'armée dit avoir repoussé une attaque hier dans la matinée, une attaque terroriste. L'attaque visait le poste Fama de Mourdia dans la région de Nara. Selon l'armée, sur sa page Facebook, la situation est sous contrôle et les évaluations sont en cours. À Kidal, le tout nouveau gouverneur de la région promet de faire revenir les services sociaux de base et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans toute la région. Le général El Hadj Gamou, propos recueillis par Zanga Abdoulaye Ouattara. Pour cette mission, m'avait offert vraiment des conseils, des orientations. Et les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale comme toutes les régions de la République du Mali. En
En Guinée, l'ancien ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Selon un de ses avocats, la Cour de répression des infractions économiques, la CRIEF, a décidé de l'inculper pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de concussion et complicité. Des accusations que son client rejette. L'avocat parle d'une affaire purement politique et non judiciaire. Mamadou Pété Diallo a été limogé de son poste le 21 novembre dernier par décret, puis arrêté et placé en garde à vue. L'élection présidentielle malgache, la Haute Cour constitutionnelle a validé la victoire de Andy Rajouel. Au premier tour, le président sortant a obtenu 58,96% des suffrages. Le taux de participation est de 46,36%. C'est ce matin que la Haute Cour constitutionnelle a proclamé les résultats officiels du scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Au Proche-Orient, la guerre a repris à Gaza. La trêve entrée en vigueur le 24 novembre a expiré à l'aube alors que les tractations s'étaient poursuivies la nuit. L'armée israélienne a annoncé dans la foulée avoir repris le combat, ses frappes dans la bande de Gaza. Israël accuse le Hamas d'avoir violé la pause. L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un tir de roquette depuis la bande de Gaza peu avant l'expiration de la trêve. Le Hamas s'était pourtant dit prêt à prolonger la trêve. Hier, 8 otages israéliens ont été libérés. En échange, 30 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël. Depuis le 24 novembre, 110 otages ont été libérés par le Hamas. De son côté, Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens. La COP28 à Dubaï, des représentants iraniens ont quitté ce vendredi les négociations de la conférence de l'ONU pour le climat. Selon l'agence France Presse, ils protestent contre la présence d'une délégation d'Israéliens. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Georges Détier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue ce midi sur le processus électoral à 10 jours du démarrage des dépôts de candidatures. On en parle aux environs de 12h35 avec Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, et Abdoulaye Mbow, journaliste analyste politique. RFM Sport. Les sports, Malal Diane Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna. À la une, le handball, le Sénégal joue son premier match à la Coupe du Monde des filles. Ce sera à 17h contre la Croatie, mais l'équipe nationale du Sénégal devra se passer de 2 de ses joueuses puisque la Fédération internationale de handball n'a pas pu valider leur naturalisation puisque ces jeunes dames sont nées en France et ont un passeport français. Sambou Biagui pour plus de détails avec Cheikh Tidiane Diagne. Il s'agit de 2 joueuses dont une demande de naturalisation a été déposée au niveau de l'IHF. Parce que, à l'image de la France qui a pris la gardienne du Sénégal, Atadou Sako, le Sénégal avait également engagé la naturalisation de 2 joueuses, de ces 2 joueuses. Cette demande de naturalisation a été déposée donc à l'IHF. La commission s'est réunie et a donné comme résultat d'attendre encore de poursuivre l'étude, en tout cas sur la naturalisation des 2 joueuses. Donc, en grosso modo, l'IHF donc n'a pas validé la demande de naturalisation des 2 joueuses, en l'occurrence Nyostian Nyomla et Dunia Abdrahman. Donc c'est un coup dur pour le coach parce qu'il faisait partie en tout cas des éléments centraux du dispositif. On les a toutes vues évoluer au tournoi de France avec véritablement des positions importantes. Malheureusement, pour ce mondial, elles ne sont pas donc qualifiées. Le Sénégal poursuit la fédération sénégalaise avec Seydou Diouf, suit donc le dossier, poursuit le dossier et va encore introduire ou suivre en tout cas la demande pour que véritablement ces 2 joueuses puissent véritablement rejoindre l'équipe nationale du Sénégal pour les compétitions à venir. Après le hand, le football, le Malal, la Ligue 1, Giraffe Génération Foot en attraction de la 6e journée. Prévu demain, une affiche qui est devenue pratiquement classique au niveau du championnat national. Le Giraffe de Dakar qui est sur une bonne dynamique, mais également Génération Foot qui cherche à se relancer après la tempête dans laquelle l'équipe de Déni était avec la Fédération sénégalaise de football, mais également les autres rencontres de cette 6e journée prévues ce samedi nous sont présentées par Soletam.
Leader de la Ligue 1 sénégalaise avec 11 points, Dakar Sacré-Cœur va recevoir le Stade de Mbour qui peine à décrocher une victoire depuis le début du championnat. Les Mbourois restent sur 4 nuls et une défaite. Un duel des extrêmes où les deux clubs vont coûte que coûte vouloir une victoire. Dakar Sacré-Cœur pour distancer ses poursuivants et le Stade de Mbour pour sortir de la zone de relégation. C'est le cas de Djambar, premier non relégable avec 5 points qui reçoit Teungueth Football Club au Stade Lat Dior de Thiès. Les Rufisquois, deuxième au classement avec 9 points, vont sans nul doute mettre les bouchées doubles pour chipper la place de leader à Dakar Sacré-Cœur. Le Jaraaf de Dakar, classé 4e avec 7 points, reçoit Génération Foot qui a le même nombre de points et en quête de victoire pour retrouver le podium. Ce que veut également les Jaraafmen qui n'ont pas encore gagné à domicile en accueillant leurs adversaires. La 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise va se poursuivre ce dimanche avec Diamono Fatick, classé 3e, qui sera en déplacement pour affronter Guédiawaye Football Club. Linguère qui reçoit US Ouakam, l'AS Pikine va rendre visite à l'US Gorée et le Casa Sport, toujours en quête d'une première victoire, va se déplacer au Stade Lat Dior de Thiès pour affronter Sonacos. Oslo va jouer pour le compte de la Ligue 2 contre l'équipe de Demba Diop FC. Niary Tally joue amitié. Ndiambour en déplacement face à l'équipe de Snaps Excellence, ce sera à Thiès. Duc contre RSO, et Keur Madior jouera contre HLM Dakar. On termine avec la lutte. La lutte avec la présentation de ce lutteur Gandia Fama. Plusieurs fois médaillé d'or avec l'équipe nationale de lutte simple, ce fils de Betenti veut devenir un grand champion dans l'arène avec la lutte avec frappe. Son portrait nous est fait ici par Oumar Mbow. Fils d'un ancien lutteur très célèbre à Betenti dans le département de Fatick, Ansoundour a donc naturellement très tôt embrassé ce sport. J'ai commencé à lutter dès l'école primaire. Plus connu sous le sobriquet de Gandia Fama, choisir entre le sport qu'il aime et les études, c'est fait en un claquement de doigts. J'ai tout de suite basculé dans la lutte au détriment de mes études. J'ai arrêté au collège au niveau de 5e. Sous la bénédiction de ses parents, Gandia Fama décide de quitter son village natal dans les îles du Saloum pour venir à Dakar. Tous les habitants de mon village savaient que j'allais réussir dans la discipline. Du coup, un de mes frères qui est aux États-Unis m'a dit que puisque je voulais continuer, il vaut mieux arrêter et partir à Dakar pour pouvoir t'imposer. Quelques semaines plus tard, le jeune homme de taille d'1,63 m avec une masse de plus de 100 kg se révèle dans un tournoi de lutte. Je vivais chez ma tante dans la banlieue et puis j'ai commencé à m'entraîner quelques jours après. On m'a informé d'un tournoi à la Cité Fadia et je suis allé en finale, mais malheureusement j'ai perdu parce que j'avais le doigt cassé. Et la suite est radieux. Gandia Fama décroche des médailles en équipe nationale. Après cela, on m'a sélectionné en équipe nationale. Je faisais partie des lutteurs qui défendaient les couleurs du pays pour le tournoi de la CEDEAO qui s'était tenu ici à Dakar. Gagner et n'avoir rien en retour. Même pour rencontrer le chef de l'État, c'était la croix et la bannière. Le président devait nous recevoir, mais en vain. Maintenant, le lutteur fait cavalier seul dans la discipline et a déjà conquis son monde. Ansoundour, alias Gandia Fama, prépare son 3e combat ce 3 décembre à l'arène nationale. Pour finir, Anna, cette triste nouvelle avec la disparition de Omar Dangaloum. La levée du corps a eu lieu ce matin. Ce père du judo au Sénégal, ancien inspecteur de la jeunesse et des sports, sera inhumé dans l'après-midi à Kaolack, sa terre natale. La levée du corps a eu lieu ce matin et les proches, mais également les sportifs, vont l'accompagner dans sa dernière demeure. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Merci Malal. RFM, reportage. Je vous l'annonçais dans les titres, la suppression du tarif de la 3e tranche des clients Woyofol de Sénélec entre en vigueur ce vendredi. Une annonce de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Une nouvelle grille tarifaire a donc été approuvée par la Société nationale d'électricité. Les Dakarois rencontrés ce matin attendent avec impatience l'effectivité de la décision, mais ils pensent que malgré la baisse, le prix de l'électricité reste cher au Sénégal. Un reportage de Rokhaya Samb.
L'entrée en vigueur de la 3e tranche du système Woyofal ce vendredi, une décision diversement appréciée. Lamine, trouvé devant son magasin, estime que l'État devrait faire plus. C'est bon, c'est vraiment l'État a pris, il a éliminé le 3e tranche là. C'est formidable pour la population parce que le courant coûte trop cher. On va voir si c'est applicable vraiment. J'ai une seule lampe que j'allume quoi et ça me coûte, si je mettais 5000, même pas 15 jours, ça signale. Et puis bon, si je paye avec Orange Money, j'aurai pas le taux que je veux. Tandis que si je pars à la Sénélec acheter, là-bas, je vais acheter 5000, j'aurai 5000. Et c'est cher pour toute la population. Parce qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à avoir le courant normal, quoi. L'État devait faire plus sur le courant. De l'autre côté, Moussa Fall dénonce la cherté du courant qui se répercute sur son travail. Je dépense trop. Vraiment, c'est fatigant. Je n'ai qu'un seul atelier. Des fois, je mets 10 000, mais ça ne tient pas longtemps. Je peux recharger 2 fois par mois. J'attends vraiment que la situation change. Cette mère de famille, Awa, trouve que le système Woyofal est beaucoup plus cher que l'ancien compteur. J'ai consommé 5 000 francs en 2 jours. Vous croyez que c'est normal? On croyait qu'avec le Woyofal, nous n'allons plus avoir de difficultés avec la consommation, ce qui n'est pas le cas. Cette réduction va peut-être changer les choses. Les citoyens rencontrés disent attendre les effets de cette réduction. La revue de presse de ce vendredi 1er décembre avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Benno Bokakar choisit le parrainage par les élus. Ce matin, la publication de Busby Le Jour est formelle. Benno a opté pour ce type de... Mon confrère en veut pour preuve. Abdoumbo et compagnie ont remis hier la liste des députés et une participation symbolique au parrainage citoyen. Question, pourquoi donc faire cette option alors même que le candidat de Benno a reçu des milliers, voire des millions de parrains? Réponse du journal. Macky Sall ne veut pas prendre de risques. Il ne veut prendre aucun risque pour son poulain. Le journal constate qu'Amadouba va être suivi en cela par d'autres candidats et non des moindres. Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko sont dans la même logique à cause des doublons et du tirage au sort. Ousmane Sonko justement est la présidentielle 2024. Un autre écueil sur le chemin, le candidat à la candidature d'Ex-Pastef a vu sa caution rejetée à la CDC, caisse de dépôt et de consignation. Le journal Vox Populi constate que la CDC a reçu le chèque avant de le rejeter. Son mandataire Aïb Dafé parle de volte-face brutal et inexplicable de banditisme administratif. Maître Cyril Clédorli soutient pour sa part dans le même journal qu'Ousmane Sonko est toujours juridiquement électeur et éligible. La CDC qui a refusé de prendre le chèque d'Ousmane Sonko s'est expliqué. Le journal Source a recueilli ses explications, sa version, la version du DG de la Caisse de dépôt et consignation. Il dit on a une liste venue du ministère de l'Intérieur qui nous indique tous les candidats à la candidature qui ont retiré des fiches de parrainage comme M. Sonko n'y figure pas. Eh bien, nous avons jugé nécessaire de retourner le chèque à l'envoyeur et de poursuivre. Toujours dans le même journal, pour l'attestation, on a jusqu'à 48 heures pour le faire. Mais notez qu'il y a 2 niveaux de vérification. Fin de citation. Vox Populi informe dans la foulée qu'à ce jour, une dizaine de candidats ont déjà déposé leur caution. Il s'agit de Karim Wade, Cheikh Bamba Dièye, Thierno Alassane Sall, Alpha Thiam, Cheikh Baradoli, Mbacké, Idrissa Seck, Alioune Sarr et Anta Babacar Ngom. Le journal L'Info constate alors qu'après le rush à la DGE, c'est le désert à la CDC. Mon confrère en fait le constat pour s'en désoler. Pour le journal, les candidatures fantaisistes sont destinées à satisfaire des égos, promouvoir des personnes et négocier ensuite des prébendes, des avantages et autres postes. Ousmane Sonko, lui, ne s'avoue pas vaincu en tout cas sur la route de la présidentielle. Ses avocats ont déposé une requête en procédure accélérée après le rabat d'arrêt à la Cour suprême. Libé qui donne l'info note que c'est pour pousser la haute juridiction à statuer au plus vite. Le candidat Amadouba, lui, était aux parcelles, assaini hier son fief au détour d'une rencontre avec les femmes de la paire. Le candidat du Benno a demandé de serrer les rangs et pour cause, le loup est toujours dans la bergerie. Le pays ne tenait qu'à un fil, a-t-il rappelé. Je vous le dis, les démons sont toujours là. Les fossoyeurs de la République ont démarré leur entreprise de destruction ici aux parcelles. Pour cette intervention au relent guerrier, le journal Les Échos note qu'Amadouba muscle son discours et attaque. À la une du journal Réumi Quotidien, le budget
la croissance, l'exploitation des hydrocarbures. Amadou Mame Diop annonce un avenir radieux. Le marathon, en tout cas budgétaire, s'est achevé hier par le vote du budget du ministère des Finances et du budget arrêté à plus de 450 milliards de francs CFA. Standing ovation pour Mamadou Moustapha Ba. Annonce textuellement le journal LAS, le budget 2024 estimé à plus de 7003 milliards. Le journal Le Quotidien lui fait focus sur le budget, mais à l'état des subventions, le confrère note que plus de 602 milliards ont été accordés à plusieurs secteurs, 100 milliards pour les intrants agricoles, 18 pour le TER, 9,5 milliards pour Dakar Demdik, 17 pour les insuffisants rénaux. Dans le journal Sud Quotidien, le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide hier, démarrage poussif selon le confrère, encore au mauvais départ, relève la publication. On termine par du sport en première page du journal Stade Quotidien. Saudi Pro League, Al Hilal Al Nasr, c'est à 18h30 universel. Koulibaly, Mané ont duel au sommet. Anciens coéquipiers à match, ils vont jouer. Confrontation Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Le confrère rappelle que Sadio Mané n'a jamais marqué contre Kalidou Koulibaly. Forme du moment, avantage à Kalidou. Dans le journal Sunu Lamb, Bombardier 47 ans, Eumeu Sène et Gris 43 ans, ces lutteurs qui jouent leur place chez les VIP. Le confrère vous explique tout en page intérieure. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 36 minutes sur RFM. Point de vue, on y est. Nous sommes avec Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. Bonjour Monsieur Fall. Oui, bonjour Anna. Nous sommes également avec notre confrère Abdoulaye Mbow, journaliste donc et analyste politique. Bonjour Abdoulaye Mbow. Bonjour à vous Anna et bonjour à Babacar. Babacar Fall, on n'est plus qu'à 10 jours du démarrage des dépôts de candidature. Quelle appréciation faites-vous jusqu'ici du processus électoral? Oui, bonjour Anna, bonjour Abdoulaye. Alors, bon, pour le moment, l'appréciation qu'on peut en faire, c'est que aujourd'hui, le processus, disons, suit son cours. Il est en train d'être déroulé. Je pense que pour le moment, il n'y a vraiment pas, disons, donc, beaucoup de problèmes parce que on est déjà dans deux phases extrêmement importantes. C'est la distribution des cartes qui a démarré au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Oui. Et il y a également aujourd'hui, disons, la campagne pour la collecte des signatures, communément appelée le parrainage, qui se poursuit en ce moment. Et là, comme je dis, on va vers, disons, le dépôt des candidatures à partir du 11 au 26. Et les candidats encore sont en train, disons, donc, de mettre la dernière main sur, disons, leur collecte. Pour que, donc, à partir du 11, en tout cas, ceux qui sont prêts puissent aller déposer leur dossier de candidature auprès, donc, du Conseil constitutionnel. Mais auparavant, il va falloir, comme je dis également, satisfaire à une autre exigence de la loi électorale, qui est le versement, donc, du montant du cautionnement qui a été fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur à la somme de 30 millions cette année. Donc, pour le moment, je pense que hormis, disons, le feuilleton judiciaire Ousmane Sonko avec, disons, le refus de délivrance des fiches, voilà, et les différentes ordonnances ou recours qui sont pendant au niveau des juridictions, je pense que pour le moment, on peut considérer que le processus se déroule normalement, d'autant plus que le président de la République, conformément donc au code électoral, et à la loi, donc à la Constitution, vient de signer le décret convoquant le collège électoral. Effectivement, donc comme certains le craignaient ou le voulaient, en tout cas, la présidentielle aura bien lieu le 25 février 2024. Abdoulaye Mbow, vous êtes analyste politique. On a vu que hier, parlant des blocages dans le dossier de candidature d'Ousmane Sonko, justement, la CDC a rejeté, disons, la caution qui était venue déposer son mandataire. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau blocage dans ce dossier de candidature, sachant déjà que il avait déjà annoncé un plan B pour l'ex-PASTEF, à savoir Bassirou Diomaye Faye? Merci beaucoup Anna. Je crois bien qu'aujourd'hui, ce n'est que le prolongement de ce qui est constitué depuis plusieurs semaines par rapport véritablement à la position dégagée par la Direction générale des élections suite à la décision rendue par le
juge du tribunal de l'exécution, M. Sabassi Faye. De ce point de vue, la direction générale des élections n'avait pas donné d'argument en se basant sur le code électoral, malheureusement. Elle avait préféré rendre public un communiqué qui s'adressait à qui, essentiellement. Je crois bien que c'était l'occasion pour la direction générale des élections, à mon avis, de s'appuyer sur des lois et règlements qui existent pour véritablement mieux donner essence justement à sa position. Malheureusement, c'est ce qui a été constaté également au niveau de la Caisse de dépôt et consignation. Oui, on peut lui donner raison par rapport véritablement à la position qu'avait déjà dégagée la direction générale des élections. Mais entre-temps, il faut le rappeler, la commission électorale nationale, sous la magistère de Doudou et son équipe, avait usé de son pouvoir d'injonction. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque part incohérence à accepter la caution de quelqu'un qui n'a pas encore ses fiches de parrainage, ou alors d'un candidat déclaré tout court, puisque c'est le Conseil constitutionnel en fin de compte qui valide les candidatures? Mais c'est à ce niveau, justement, qu'il y a, à mon avis, des insuffisances par rapport véritablement aux lois qui sont érigées et par rapport à la matière électorale. Il y a énormément, justement, de griefs à relever et par rapport à une méthodologie écriturale, pas seulement l'expression, justement, que nous impose le législateur. Et de ce point de vue, il y a des insuffisances. Et ces insuffisances, aujourd'hui, nous font vivre véritablement ce feuilleton-là. Alors qu'il faut rappeler, à mon avis, une chose qui est essentielle. Karim Wade et Khalifa Sall avaient été condamnés et malgré tout, ils avaient pu retirer leur fiche de parrainage, ils avaient pu déposer leur caution, ils avaient même réussi l'examen de passage au parrainage. Au bout du compte, c'est le Conseil constitutionnel, seul gendarme de l'éligibilité et de l'inéligibilité, qui avait interprété la loi en se basant également sur le code électoral pour les écarter de la cause. Pour Ousmane Sonko également et pour toute autre personnalité émanant de l'ex-patriote, je crois bien qu'aujourd'hui qu'il est opportun de rappeler une chose qui est essentielle, ce n'est que le Conseil constitutionnel qui a, à mon avis, la position officielle, la position légitime pour déclarer éligible ou inéligible justement un candidat déclaré. Et je crois bien qu'à ce niveau, il est impératif que l'administration ne puisse pas aller dans le sens de prendre la position d'une juridiction, parce que l'administration, telle que la direction générale des élections, n'a qu'un seul patron, je le répète, un seul patron, et c'est le code électoral justement. Sur le cas spécifique d'Ousmane Sonko, je le rappelle encore, donc hier, Ayib Daffé était allé déposer une caution au nom de la coalition Sonko 2024. On se demande, Bassirou Diomaye Faye, dans tout ça, puisque déjà l'affaire de la radiation des listes d'Ousmane Sonko n'est pas encore complètement vidée. Oui, il faut rappeler une chose également à ce niveau. Ayib Daffé est le mandataire justement du candidat déclaré qui est Ousmane Sonko. Oui. Bassirou Diomaye Faye, un autre mandataire qui n'est pas justement l'honorable député Ayib Daffé. Donc l'honorable député Ayib Daffé, je crois bien, continue véritablement de marcher dans le sens de pouvoir en tout cas recouvrer les droits justement de son candidat qui est Ousmane Sonko. Et à ce niveau, il va continuer de poser les actes pour aller dans le sens d'une validation de la candidature en attendant son officialisation par le Conseil constitutionnel ou véritablement que le Conseil constitutionnel puisse donner un avis contraire. Maintenant, pour Bassirou Diomaye Faye, il a un mandataire, il appartiendra justement à ce mandataire d'aller dans le sens, comme il l'a fait avec la récupération des fiches de parrainage, de déposer pour le compte de Bassirou Diomaye Faye sa caution et d'aller dans le sens, en tout cas, de rassembler l'ensemble des documents y afférents pour un dépôt au niveau justement de la juridiction qui est le Conseil constitutionnel en attendant de voir. Mais je crois bien que pour Ayib Daffé, il est dans son rôle en sa qualité de mandataire du candidat Ousmane Sonko. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Ousmane Sonko, mais il y a également le cas Karim Wade avec notamment ce fameux cutus, puisqu'il avait été condamné à payer une amende à l'État du Sénégal. Oui, je crois bien que là également, si je comprends bien les explications données par certains, il s'agit d'une amende dans le cadre de sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Alors que pour le cutus, c'est véritablement, ça peut même être véritablement une déclaration sur l'honneur pour pouvoir effectivement recevoir justement ce cutus-là. Je crois bien qu'il y a, à mon avis, une dichotomie à mettre en branle par rapport à l'interprétation, même si donc, certains juristes disent qu'il sera appelé forcément à payer cette amende
alors que d'autres balayent d'un revers de la main. Quoi qu'il en soit, qu'il puisse déposer sa caution et qu'il obtienne un titre, c'est bon. Qu'il puisse avoir ses fiches de parrainage et qu'il puisse véritablement remplir ce qu'il faut, c'est bon, en attendant de voir s'ils vont user véritablement du parrainage optionnel avec les élus. Mais quoi qu'il en soit, je le dis et je le répète, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'on puisse donner la place qu'elle doit occuper pleinement. Je veux parler du Conseil constitutionnel pour aller dans le sens de valider ou de ne pas valider véritablement les candidatures. Maintenant, Karim Wade, on le sait, il est loin du Sénégal. Cependant, son parti, qui est le Parti démocratique sénégalais, est sur le terrain, mène le travail et dans le sens véritablement d'une récupération de certains démissionnaires qui avaient quitté des bases libérales. Mais quoi qu'il en soit, ils sont dans cette communication pour aller dans le sens de lever toute forme de suspicion et indiquer véritablement aux Sénégalais que Karim Wade sera parmi nous, qu'il sera au Sénégal pour aller dans le sens de candidater, pour aller dans le sens de battre campagne, pour aller dans le sens de s'attendre à ce que sa candidature puisse passer devant le Conseil constitutionnel et qu'il puisse aller à la tête justement du suffrage des Sénégalais. Merci beaucoup Abdoulaye Bow, journaliste, analyste politique. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez, au regard de tout ce qui se passe actuellement, qu'on s'achemine vers un scrutin assez apaisé et transparent? Vous savez, il est difficile de le dire. Hein. Je dis, on est aujourd'hui dans un contexte qui est très tendu. Pourtant, il y a des candidats qui déposent, sont en train en tout cas de satisfaire aux formalités donc, de dépôt en versant la caution, en essayant donc de mettre la dernière main, disons, à la collecte des parrainages en vue de déposer. Autant pour d'autres encore, il y a des écueils donc, qui se dressent. On a parlé tout à l'heure, Ablaye en a parlé, du cas d'Ousmane Sonko, avec d'abord dans un premier temps le refus de délivrance des fiches, ensuite disons la réception et ensuite le rejet. Le rejet un peu donc du chèque de banque qui a été déposé par comment dirais-je, par son mandataire. Maintenant, vous savez, dans cette affaire-là, on est dans une bataille, disons, politique et juridique. Chacun y va de sa stratégie et de ses tactiques. Et comme vous le savez, l'ex-Pastef avait déjà, disons, plusieurs fers au feu. Il y a eu la candidature donc de Ousmane Sonko, mais aujourd'hui, il y a peut-être certainement d'autres plans. Parce que 5 personnes qui sont allées récupérer les fiches. Et comme le disait Abdoulaye, pour le cas de Diomaye Faye... D'autres se sont rangés, d'autres se sont rangés après l'appel d'Ousmane Sonko invitant à parrainer Bassirou Diomaye Faye. Bon, maintenant, il faut quand même pas perdre de vue que l'ex-Pastef a deux possibilités, parce que non seulement il y a le parrainage citoyen qui est fait pour Diomaye Faye, mais également, compte tenu du nombre de députés qu'ils ont la possibilité également donc de passer par le parrainage des élus. Des élus, oui, pour Ousmane Sonko. Et finalement, la stratégie au cas où effectivement il y aurait l'élimination définitive du candidat Ousmane Sonko ou des blocages donc sur la candidature de Diomaye Faye, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre botte secrète que l'ex-Pastef pourrait présenter, donc disons faisant recours au parrainage des élus. Bon, tout ça, je pense que c'est des choses qui sont encore devant nous. Mais dans tous les cas, je pense que la tension, elle est là, les problèmes sont là. On ne peut pas pour le moment dire comme dans la garantie d'aller vers des élections transparentes, d'autant plus qu'il y a la question aujourd'hui de la vérification donc des parrainages. Il y a des suspicions et des doutes sur le logiciel du Conseil constitutionnel. Et vous avez vu qu'une organisation comme le F24 a mis en place un logiciel pour aider les autres candidats. Donc tout ça, c'est autant donc de problèmes, je pense qu'il faut tenir en compte vraiment avant aujourd'hui donc de parler en tout cas de transparence. Mais toujours est-il que le processus se déroule. Je pense que dans les prochains jours... Le délai est court. Hein? Comment? Le délai est court maintenant. La route qui mène à la présidentielle, elle n'est plus très loin. Absolument. Bon, on a encore, disons, à peu près 3 semaines, parce que le dépôt des candidatures, c'est entre le 11 et le 26. Mais d'ici 3 semaines, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer. D'accord. Merci beaucoup, Babacar Fall. Merci, secrétaire général du GRADEC, 12h50. C'est la fin de cette grande édition d'information. Merci beaucoup à Aliouba à la mise en onde. Merci à Meïs Sambaye à la partie digitale.
réalisation et coordination à Wambaye. Merci également à Seydou Nourouba que vous retrouvez dans 10 minutes pour la grande édition d'information en Wolof. Merci à vous surtout de votre fidélité. Publicité sur RFM. Pour la première fois au Sénégal, méga conférence pour la